On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On s'intéresse au refus d'obtempérer. Une vingtaine, toutes les 20 minutes plutôt, il y a un refus d'obtempérer dans notre pays. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'a souligné hier à Marseille. 7 policiers ont été blessés par un automobiliste qui a refusé de s'arrêter à un contrôle routier. On va écouter c'est les précisions du ministre de l'Intérieur qui affirme que les peines ont été alourdies. Les fonctionnaires de police et de gendarmerie connaissent tous les 20 minutes en France un refus d'obtempérer. Malheureusement, des policiers et des gendarmes blessés lors des refus d'obtempérer, il y en a beaucoup. Nous avons, et tant mieux, avec le garde des Sceaux, mis, grâce aux parlementaires, dans la loi qui va bientôt être promulguée, des dispositions extrêmement dures, désormais, contre ceux qui utilisent leur véhicule pour être finalement des armes par destination. Des gens qui roulent sans permis ou des gens qui refusent de s'arrêter à des contrôles de police ou de gendarmerie. Nous avons doublé les peines sur ces refus d'obtempérer et je pense que c'est une très bonne chose vu effectivement leur augmentation. Effectivement, et vu le nombre de policiers qui sont blessés, de gendarmes aussi, ou qui perdent la vie, qui sont gravement blessés, on va juste faire le point sur le nombre de refus d'obtempérer dans notre pays avec ce sujet de Chana Lousteau-Kinson et Stéphanie Roquier. Les faits se sont déroulés hier matin dans une cité du 15e arrondissement de Marseille. Le conducteur d'une voiture est pris en chasse par la brigade anticriminalité après avoir refusé un contrôle. La course-poursuite se termine dans une rue du 14e arrondissement. Lorsqu'un agent ouvre le feu et vise la roue du véhicule, le chauffard percute de plein fouet une voiture de police. 7 fonctionnaires sont blessés, l'individu interpellé. Un exemple qui est loin d'être un cas isolé, selon Bruno Bartocchetti, secrétaire national délégué de la zone sud de l'unité SGP Police FO. On en enregistre 30 000 par an. 30 000 de refus d'obtempérer en France. Alors, certes, ça n'entraîne pas forcément 7 blessés dans nos rangs, mais ça met à chaque fois en péril, bien sûr, nos policiers qui risquent carrément la mort ou des blessures graves lors de ce genre de contrôle. Un phénomène qui s'intensifie au fil des années, avec des profils de chauffards très différents, assure Bruno Bartocchetti. Ça peut aller aux simples trafiquants de stupéfiants, comme finalement au père de famille qui rentre chez lui après une journée de travail. Vous voyez, les situations sont toujours très particulières. Face à ce risque, il existe désormais des formations. Les policiers apprennent comment se positionner pour éviter d'être percutés en cas de délit de fuite. Karim Zeribi, c'est extrêmement symbolique le fait que les gens ne s'arrêtent plus lors des contrôles routiers. C'est vraiment le symbole de la perte de l'autorité. On ne respecte plus ceux qui représentent l'autorité dans notre pays. Oui, le syndicaliste SGP Police Bruno Bartocchetti l'expliquait très, très justement. Les profils sont différents, mais c'est quand même le symptôme d'une société qui se délite et d'une autorité qui n'est plus respectée, coûte que coûte. Naguère, on avait le délinquant ou le truand notoire qui voulait éviter un contrôle parce que soit il était chargé dans sa voiture, soit il avait un mandat contre lui. Donc c'était quelqu'un qui potentiellement avait de quoi se reprocher. Aujourd'hui, quelqu'un qui a peut-être bu un coup de trop, par exemple, refusera d'obtempérer, et de s'arrêter, estimant que forcer un barrage, c'est mieux que de se laisser contrôler. Et je vais vous dire, même peut-être quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. On est dans une forme de folie parfois. Moi, j'ai des fonctionnaires de police qui m'ont expliqué qu'il y a des gens qui n'avaient rien à se reprocher, mais ils ne voulaient pas se faire contrôler. Coûte que coûte, ils refusaient le contrôle. Donc, ils estimaient qu'ils étaient en règle, qu'ils n'avaient pas à se justifier ou à prouver quoi que ce soit. On est vraiment dans un contexte qui est compliqué pour les forces de l'ordre et qui doivent être sur une forme de veille permanente parce que derrière c'est la vie de ces fonctionnaires de police qui est en jeu. Ils peuvent parfois se faire rouler dessus et on peut provoquer un accident mortel. Là à Marseille, 7 fonctionnaires de police, rendez-vous compte. Et la personne était seule dans le véhicule. Donc à la force d'un barrage, ils ont été obligés de sortir leur arme et de tirer par prévention dans les roues pour essayer de l'arrêter. C'est de la folie. Et parfois, les raisons sont graves, parfois, elles ne le sont pas. Joseph Massescaron, qu'est-ce que cela dit de l'état de notre société ? Je partage évidemment ce point de vue de Karim Zeribi, c'est-à-dire sur le déni d'autorité.
aujourd'hui, plus largement, comme on est dans une société où on voit bien la manière dont les véhicules fonctionnent, il n'y a pas que les contrôles qui ne sont pas respectés. Il y a la signalisation n'est plus respectée, les feux rouges ne sont plus respectés, la vitesse n'est plus respectée. On est en permanence dans, ce titre de vieille émission de télévision, c'est mon droit, c'est mon choix, ou c'est mon choix, c'est mon droit, comme vous voudrez. Voilà, donc on en est, je fais ce que je veux, parce que je le veux, et que ça suffit, et que je ne peux pas avoir de limite à ma volonté. Et ça de plus en plus. Alors le problème, c'est que on voit bien sur des questions déjà qui affaire au rodéo, les policiers, leurs supérieurs leur disent de plus en plus, oh là là, il y a ça, n'y allez pas. N'y allez pas. On voit bien, et de plus en plus, ça commence aussi avec les contrôles. On dit, finalement, essayez. Peut-être faut-il éviter ce contrôle. C'est pour ça que la mesure, vous êtes content, la mesure prise est une bonne mesure. C'est-à-dire le fait de doubler les peines, c'est une bonne mesure. Parce que les policiers se sentent, ils se disent que bientôt, sur ces contrôles, est-ce qu'il faut y aller ou pas ? Parce que s'ils y vont, s'il y a fuite, évidemment, qui tire ? Ils tirent, ils peuvent être tamponnés. Ensuite, après la voiture s'enfuit, ils essayent de tirer. Il peut arriver n'importe quoi. Donc, ils peuvent en effet blesser ou même voire tuer la personne qui a essayé elle-même de les blesser et de les tuer, de les agresser. Et qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on peut croire 2 secondes que les policiers on va considérer qu'ils ont fait leur devoir ? Pas du tout. On va d'abord considérer, bien sûr, qu'ils sont en faute. Donc, tout ça est un enchaînement qui est un enchaînement, en effet, de plus en plus préoccupant. Prisca Thévenot, sur ces refus d'obtempérer. Alors, on sait que c'est 5 ans d'emprisonnement, 7 500 € d'amende. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de peines qui sont prononcées en ce sens-là. Alors, je ne sais pas si ça... Alors, si, l'objet, c'est justement que ça soit prononcé, parce qu'on voit effectivement qu'il y a, sur l'aspect justice, qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place et qui viennent d'être mis en place, notamment aujourd'hui avec le projet de loi sur la confiance dans la justice, qui ne sont pas réellement pris et effectivement appliqués. Donc ça, oui. Maintenant, ce qu'on voit aussi de manière plus globale, c'est que est-ce que ça va être dissuasif ? Je ne pense pas. Par contre, est-ce que ça va avoir un effet d'exemplarité symbolique une fois qu'on va voir les premiers revenir et qui auront eu un doublement de peine ? Je pense que oui. Mais effectivement, ce que ça pose comme sujet de société plus globalement, c'est ce déni d'autorité, ce refus d'autorité, voire même d'aller s'en prendre à cette autorité. Et ce qu'on oublie souvent, malheureusement, c'est que derrière l'uniforme, derrière le policier, mais il y a des hommes, il y a des femmes qui en fait risquent leur vie au quotidien pour simplement, je le répète juste, simplement nous protéger. Et donc ça, je pense qu'à un moment, il va falloir aussi qu'on s'attache aussi au discours qu'on peut avoir les uns et les autres, je parle de manière générale, par rapport à la police, par rapport à celles et ceux qui nous protègent. Et je pense que là, il faut qu'il y ait concorde politique sur ce sujet-là, qu'il n'y ait plus de sujet. C'est loin d'être le cas. Et c'est pour ça que j'en appelle aujourd'hui. Vous avez entendu certains élus de gauche dire la police tue quand elle est armée. Et bien voilà, c'est pour ça. Les policiers sont des barbares et je vous en passe des meilleurs. Mais c'est pour ça que je me permets de le dire ici, parce qu'on a une responsabilité en tant que personnalité politique, publique, en tout cas qui sommes dans les médias, de rappeler qu'en fait, ces personnes sont là tout simplement pour nous protéger et faire en sorte que nous puissions vivre librement dans notre pays. Et donc de constamment pointer, mettre l'opprobre sur eux, ça finit par arriver à des situations comme ça. Et heureusement, vous le disiez Karim Zeribi, il n'y a pas eu de drame, mais ça aurait pu finir en drame humain. Il y a quand même eu 7 blessés. Céline Pina. Ce qu'on voit aussi, c'est que le réel commence à influer sur les prises de positionnement politiques. Autrement dit, on a une police qui, à force de se faire attaquer, y compris par des représentants du monde politique, est quand même dans une situation de plus en plus compliquée. Et de l'autre côté, une France qui vient de déclarer à la justice son manque absolu de confiance. Ce qui est bien, c'est que pour une fois, il y a une réaction qui semble avoir mis en ligne police et justice pour essayer de rétablir l'autorité en le faisant par la sanction et par l'affirmation de la légitimité de cette sanction. Je trouve ça très intéressant parce qu'on est en train d'expliquer enfin que toute contrainte n'est pas une atteinte aux droits fondamentaux et aux droits de l'homme. Donc il y a un petit peu de rationalité qui revient. Maintenant, il va falloir voir si effectivement ces peines sont appliquées parce que on sait qu'il y a un vrai choix. Parfois, il y a des peines qui sont assez élevées pour des délits et la réalité, c'est que finalement, ces peines sont très peu appliquées ou les condamnations sont faites à minima. Donc, il va falloir voir comment ça se traduit réellement, mais c'est plutôt une bonne chose que ce qu'on vient d'entendre de la part de M. Darmanin. Il y a un chiffre qui est quand même assez effrayant par rapport à ce que disait Joseph Massescaron, que les gens
font quasiment ce qu'ils veulent. En tout cas, une partie de la population estime 770 000 conducteurs sans permis. Oui. C'est énorme. 770 000 conducteurs sans permis. On prend une voiture, prend le risque de tuer quelqu'un, de se tuer, de commettre l'irréparable, sans permis de conduire. Donc sans assurance, évidemment. Et souvent, les fonctionnaires de police, dans un contrôle banal, sont confrontés à ces conducteurs sans permis. Et qui se disent, je ne peux pas me faire contrôler. Et qui forcent le passage. Non, c'est grave. Et tout ça, en réalité, part de loin. On parlait de l'école tout à l'heure, je suis désolé de vous le dire, mais cette volonté de faire ce qu'on veut dans une classe, les élèves l'appliquent. Et l'institut se retrouve parfois déboussolé avec 2-3 perturbateurs sur une classe de 25 élèves. Et comme on n'a pas de sanctions et de réponse claire, ferme, immédiate vis-à-vis de ces perturbateurs, l'impression qu'on peut tout faire et n'importe quoi est autorisée. C'est quelque chose qui part de la racine et qui ensuite, on est adolescent et puis après on est jeune adulte et puis on continue. Je veux dire, notre société ne met pas suffisamment de marqueurs d'autorité. Pas d'autoritarisme, d'autorité. Ça n'est pas un gros mot, l'autorité. Et on voit que les sanctions tombent assez peu, finalement, et que c'est plus facile de contrôler, encore une fois, un automobiliste qui est allé trop vite que d'attraper quelqu'un qui a fait un refus d'obtempérer. Oui. Joseph Massescaron. Mais c'est le problème, c'est bien le disait, c'est-à-dire que ces peines, elles sont parfois prononcées à minima. Ensuite, après, on voit bien que est-ce qu'elles vont être tenues, est-ce qu'elles vont déboucher sur une peine réelle, une application réelle. La plupart du temps, non. Donc c'est vraiment tout un ensemble qui est, là encore une fois, qui est à remettre à plat. Et je crains que cet ensemble, on ne puisse pas le remettre à plat tant qu'on n'a pas, et je partage là aussi, c'est ce point de vue de l'autorité. C'est-à-dire faire bien la différence entre ce qui relève de l'autorité et de l'autoritarisme. Vous savez, il y a une philosophe très célèbre qui s'appelait Hannah Arendt, qui a bien fait la différence entre l'autorité et l'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est quoi ? C'est l'utilisation de la violence pour avoir quelque chose et de la coercition. L'autorité, dans le mot autorité, il y a le mot auteur. C'est quelque chose qui non seulement ne vous contraint pas, mais va augmenter votre capacité d'être humain. Voilà. Belle définition. Ah oui. Céline Pina. Oui, moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est quand vous discutez avec les gens, la non-exécution notamment des amendes. Le nombre de personnes qui vous disent que quelqu'un a été condamné à leur payer une amende, mais qu'en fait, ils n'ont jamais pu récupérer l'argent et que personne ne les a aidés à le faire. Ça aussi, sur la question de l'exécution des peines et des amendes, il y a un gros travail à faire également. Et l'autorité, c'est pas un mot en l'air, ça s'applique, ça doit se voir dans les faits. Et là, on a encore un décalage. Est-ce que c'est parce que les personnes sont non solvables ? Est-ce qu'elles ont organisé leur insolvabilité ? La question de la solvabilité, c'est quand vous êtes non solvable, parce que finalement, les seuls revenus que vous pouvez afficher sont celles de la solidarité nationale. Je ne vois pas au nom de quoi ces revenus seraient insaisissables. Il y a une vraie question, il y a une vraie question à se poser, même si on doit, par exemple, peut-être adapter l'amende à la capacité à payer de chacun, mais dans ce cas-là, qu'on regarde aussi les signes extérieurs de richesse et que tout cela soit mis un petit peu sur la table. Mais il est vrai que l'amende peut avoir un caractère intéressant en termes de sanctions, mais il faut-il encore que celle-ci soit recouvrée. Or, on a un taux de recouvrement qui est très faible. Pourquoi ? Parce que là aussi, vous prenez par exemple dans les transports, on va vous infliger une amende sur une déclaration d'identité. Oui. Même sans pièce d'identité, on va vous faire... Et parfois, peut-être, Laurence, vous allez recevoir une amende parce que quelqu'un a pris votre pseudo. Bon, vous, ça n'arrivera pas parce que celui qui mettra l'amende dira Laurence Ferrari, non, je la connais, je la regarde tous les soirs. Il y en a d'autres des Laurence Ferrari. Je vous parle sérieusement, moi qui suis dans le milieu des transports et qui était président de la régie des transports de Marseille, on avait un taux de recouvrement très faible parce que nos contrôleurs, nos vérificateurs, faute de pièces d'identité, ils appelaient la police étant prise sur tous les fronts, ne venait pas, et donc il y a une loi, la loi de sécurité quotidienne de 2003, qui permettait aux vérificateurs de prendre la déclaration d'identité, mais c'est déclaratif, mais la personne, elle donnait l'identité de son voisin, qui recevait une amende, qui était pas très content, mais derrière on ne pouvait pas la recouvrer, cette amende, et donc on a une difficulté, donc du coup le caractère pédagogique de la sanction n'a pas lieu, donc on pisse dans un violon, pardonnez-moi l'expression. Il y a même pire, rappelez-vous cet homme d'affaires qui payait
payer les amendes des femmes qui se baladaient en burqa avec le visage recouvert. Et lui venait payer, et il venait payer sous les caméras leurs amendes en disant c'est ma façon d'enquiquiner l'État français comme ça. Et là-dessus, par exemple, on n'avait aucune réponse légale possible. On était obligé de supporter la mise en scène et le spectacle de cet homme. Donc on a aussi sans doute une justice qui de temps en temps devrait regarder un peu plus le réel. On a des problèmes de djihad judiciaire par exemple, et les procédures abusives sont très très compliquées à mettre en œuvre. Donc on a aussi une justice qui doit se poser des questions sur la façon dont elle peut être instrumentalisée ou dont ces sanctions sont détournées ou non appliquées. Je suis désolée, autant je peux entendre... Enfin, j'ai beaucoup de mal à voir comment on est arrivé du refus d'obtempérer au djihad judiciaire et à la burqa. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, sur la sanction, en fait. Justement, et sur ça, par contre, ça m'interpelle. Parce que, c'est un exemple précis de non-application de sanctions. Allez-y. Et voilà. Donc je commence ma phrase en fait. En fait, je suis d'accord sur le principe que oui, il y a un sujet sur la justice. On en a parlé d'ailleurs, je crois, la semaine dernière, en disant que les Français ne font plus confiance en leur justice. Et effectivement, le constat est là, et il faut y remédier, notamment avec le projet de loi sur la confiance de la justice qui est en ce moment adopté en commission paritaire. Mais si on regarde le sujet, qui est le refus d'obtempérer, si on va jusque dans la logique, on dit, en fait, si de toute façon je sais que je vais pas avoir d'amende ou que mon amende je suis pas capable de la payer, je la paierai pas et machin. À ce moment-là, le gars qui est en train de se faire interpeller, non, il s'arrête, il dit vas-y, amuse-toi, mets-moi une amende, de toute façon je la paierai pas. Non, là je pense que c'est encore un autre sujet. Le sujet, c'est la remise en cause de l'autorité de l'État, vraiment. Et puis ce côté de toute façon, le policier qui m'interpelle, tant pis, peu importe, je vais fracasser le barrage et peu importe les dégâts que ça peut causer. Donc je pense qu'il y a bien deux sujets à avoir, mais attention sur la lecture et peut-être l'analyse à en faire. Ceux qui fracassent les barrages sont rarement des pères de famille qui rentrent le soir et qui n'ont pas envie de présenter leur carte d'identité. Il y a des degrés dans le refus d'obtempérer. Celui qui fracasse un barrage, en règle générale, c'est pas quelqu'un d'anodin. Mais s'il n'a pas peur de la justice, pourquoi il ne s'arrête pas alors ? C'est sans doute pas simplement une peur de la justice, c'est que vous êtes chez des gens qui sont très primaires, très premier degré, et qui ont du mal à gérer la conséquence. Donc en fait, c'est l'immédiateté qui joue. Ils ne se projettent pas dans l'avenir. Dans cette immédiateté-là, pour eux, ils voient le policier non comme un représentant de la loi, d'une loi qu'il contraindrait lui, mais comme un milicien, quelqu'un qui essaie de l'empêcher d'exercer ses libertés. On est dans des représentations qui sont basiques, et on est dans des gens qui n'ont pas conscience de la conséquence des actes. Deux chiffres simplement pour terminer. Karim. 39% des amendes sont recouvrées. 30%. Ce qui fait une perte de 200 millions d'euros. Voilà. Donc deux chiffres importants quand même qu'il ne faut pas perdre de vue. À l'ère du tout digital, on se dit quand même qu'on devrait se doter de moyens un peu innovants pour aller les chercher. On fait une petite pause.